Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. My life belonged to that struggle. Saison 2. Féminisme, genre et minorité. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen. Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits. Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins. Les procès du siècle, saison 2. Féminisme, genre et minorité. 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 12. Tinder et compagnie, l'amour sous application. À la rencontre de l'entre-soi. Avec Cécile Méadel, France Ortelli et Talma Desta à la modération. Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre présence nombreuse à ce nouveau procès du siècle qui est organisé par le MUSEM. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Talma Desta, je suis journaliste indépendant, spécialisé sur les questions féministes et LGBTI surtout. Et j'écris un essai qui s'appelle Désirer à tout prix et qui est paru en 2022 aux éditions Binge Audio. Dans ce livre, je parle de la commercialisation de la sexualité conjugale et de la manière dont les entreprises capitalisent sur les insécurités affectives et sexuelles des individus pour pouvoir vendre leurs produits. Et c'est pour ça que j'ai été invité à modérer cet échange ce soir. Mais de quoi va-t-on parler ce soir, me direz-vous ? Eh bien, nous allons parler de liens, de sexualité, de rencontres, mais aussi d'algorithmes, de marketing et de swipe infini. Évidemment, ce n'est pas le procès de l'amour que nous allons faire, mais le procès d'entreprises qui en font un produit, une denrée sans saveur, un bien consommable. Ces entreprises, ce sont par exemple OkCupid, Bumble ou encore Tinder. Et justement, Tinder vient de fêter ses 10 ans. La question à laquelle on va tenter de répondre dans le cadre de ce procès est donc la suivante. Est-ce que Tinder a révolutionné l'amour ou bien l'a-t-il tué ? On va en débattre avec plusieurs témoins et avec nos deux invités, Cécile Méadel et France Ortelli. Cécile Méadel, vous êtes sociologue et professeure en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes également directrice du Charisme, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias de l'université d'Assas. France Ortelli, vous êtes journaliste. Vous avez réalisé en 2014 le documentaire Love Me Tinder, dans lequel vous vous interrogez sur la manière dont les nouvelles technologies impactent notre intimité et nos liens affectifs. Et vous êtes aussi l'autrice de Nos cœurs sauvages, une enquête, je vous cite, sur le vertige du choix amoureux. Avant de commencer les questions, nos deux invités souhaitent présenter ensemble une pièce à conviction qui est une publicité. Vous n'êtes pas un acteur, vous n'êtes pas un athlète, et sauf erreur, vous n'êtes pas non plus une rockstar. Vous n'avez pas 3 millions de personnes qui vous suivent, et globalement, les réseaux sociaux survivent sans vous. Vous n'êtes jamais passé à la télé, et vous n'avez pas non plus fait la une des magazines. Vous n'êtes pas non plus dans le top 100 des hommes ou des femmes les plus sexy de l'année. Non, vous n'êtes pas tout ça. Mais il y a une chose que vous êtes. Vous êtes vous. Les gens n'attendent que vous. C'est un peu mal vieilli, on va pas se mentir. Cécile, France, pourquoi vous avez choisi cet extrait ? C'est parce que c'est presque une caricature de Mythique, en particulier, mais des applications aussi, puisque vous aurez remarqué qu'ils sont tous... quasiment tous blancs, quasiment tous jeunes. Ils ont un IMC qui est très en dessous de la moyenne. Ils sont détendus, sans doute dans un lieu qui n'est pas absolument donné à tout le monde, etc. Donc, c'est pour tout le monde, mais il y a quand même là un choix qui est assez explicite. Et en fait, ça montre un peu ce qu'on va d'ailleurs vous dérouler après comme pensée. C'est vraiment, les gens n'attendent que vous, mais en fait, personne ne vous attend. Donc en fait, tout ce que dit la publicité est mensonger. C'est-à-dire, en gros, vous n'êtes pas une star, vous n'avez pas de followers, vous avez que 2 amis, vous êtes dans la merde. Vous ne pourrez pas être aimé, vous n'aurez pas de like, donc il faut que vous fassiez appel à Mythique pour rencontrer quelqu'un, parce que sinon, en fait, vous allez rester terré sur votre canapé toute votre vie. Donc heureusement, Mythique est là.
France, la promesse des sites de rencontres, c'est qu'on peut rencontrer beaucoup plus facilement des nouvelles personnes et surtout des nouvelles personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. En quelque sorte, la promesse du site de rencontre, c'est de faire se croiser des âmes sœurs qui auraient jamais eu l'occasion de pouvoir se rencontrer autrement. Dans votre documentaire, c'est un de vos collègues qui vous filme pendant vos rendez-vous amoureux. Est-ce que vous avez vraiment rencontré des gens différents ou pas du tout ? Alors malheureusement, habitant à Pigalle, qui est un quartier de CSP+, je n'ai rencontré que dans mon documentaire, souvent des gens qui étaient exactement du même milieu social que moi, c'est-à-dire des jeunes cadres bobos qui habitent à Pigalle, qui sont célibataires à 35 ans ou à 30 ans, qui travaillaient tous plus ou moins dans les médias, donc en fait c'était encore pire, je pouvais pas les filmer parce qu'il y en avait un qui était producteur et d'ailleurs je l'ai mis dans le film et j'étais obligée de le flouter parce qu'en fait c'était un employeur potentiel, mais en effet j'ai vraiment rencontré des gens de ma catégorie sociale et j'ai rencontré aussi des gens qui étaient différents dans le sens où ils ne correspondaient pas non plus à leurs photos ou à ce que j'attendais d'eux. C'est-à-dire, je me souviens de la première personne que j'ai matchée. À l'époque, on pouvait quand même mettre des légendes un peu marrantes. Maintenant, on met notre vrai prénom parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un nous trouve. Mais donc, la première personne que j'ai matchée pour mon premier papier là-dessus, c'était un garçon qui s'appelait Gros Outils et qui habitait à La Défense. J'étais allée vraiment loin. Je m'étais dit, je vais à La Défense, Gros Outils, ça vend du rêve. Gros Outils se présente au rendez-vous. Et en fait, j'étais tout petit, tout frêle. Et je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment un gros outil ? Je vais peut-être pas aller jusque-là dans mon enquête, mais je me suis dit que probablement, il n'en avait pas un. Voilà. Donc, des gens différents à tous les niveaux. Donc, je n'ai pas rencontré de gens différents socialement, enfin peu. Et j'ai aussi par contre rencontré des gens qui étaient parfois différents de ce qu'ils prétendaient être. Cécile, vous faisiez le commentaire tout à l'heure que dans la pub mythique, il n'y a que des profils qui se ressemblent, donc jeunes, blancs, minces, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question des déterminismes sociaux sur les applications de rencontres et sur la question de l'exogamie en fait ? Tous ces propos, ça repose sur une espèce de leurre, qui est l'idée que si on pouvait rencontrer les gens tout à fait au hasard, qu'on prenne des gens comme ça, qu'on les tire au sort, eh bien, on aurait une société qui serait beaucoup plus ouverte parce qu'on aurait des couples qui se formeraient au hasard des rencontres. Ça, évidemment, c'est une idée qui est complètement fausse. Vous le savez bien, les princes n'épousent pas des bergères où c'est vraiment très, très exceptionnel. Et donc, l'homogamie de notre société, c'est quelque chose qui est... L'homogamie, c'est le fait d'épouser des gens qui sont pareils que vous. Et donc, l'homogamie sociale, c'est-à-dire épouser des gens qui ont fait les mêmes études, qui ont à peu près le même niveau de vie, les mêmes façons de vivre, les mêmes choix, les mêmes loisirs, etc. Et c'est observé dans à peu près toutes les sociétés. Et donc, c'est vrai que ces applications, on se dit, comme France, génial, on va rencontrer des gens de La Défense qui vont venir jusqu'à Pigalle. Ça se passe pas comme ça. Et même dans ces applications, on ne rencontre pas n'importe qui parce que l'application est faite de telle sorte qu'on va envoyer des tas de signaux, inconscients d'ailleurs éventuellement, mais des signaux qui vont être parfaitement décryptés par tous les utilisateurs et qui vont savoir que ça match avec leur catégorie sociale. Mais ça, c'est pas dans les applications, c'est dans notre fonctionnement social ordinaire. Par exemple, vous prenez quelque chose comme les photographies. On pourrait dire que mettre une photo, il n'y a rien de plus neutre, de moins déterminé socialement qu'une photo. On se rend compte en fait que les photos que mettent les gens qui ont, disons, un niveau d'études relativement limité ou qui sont dans des classes très populaires, c'est une photo à l'esthétique très très fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va montrer une photo de face, cadrée, très précise, etc. Dans les milieux sociaux avec des études plus longues, il va y avoir une esthétique qui va être beaucoup plus travaillée, beaucoup plus référentielle, etc. Et donc, quand vous regardez et quand vous avez regardé, vous interprétez. Alors quand c'est pas pour une enquête, vous interprétez et vous allez choisir consciemment ou inconsciemment des photos de gens qui vous ressemblent, de même qu'on vit avec des gens qui se ressemblent. En gros, vous dites qu'il n'y a pas de mixage social plus sur les applis. Enfin, en tout cas, déjà, on ne peut pas le mesurer. Et en plus, on n'a pas de preuves qu'il y en a vraiment. Non, il est probable, tous les signaux qu'on étudie montrent que quand même, globalement,
l'homogamie continue à être quand même la règle dominante. Après, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a toujours quand même, quoi que j'en ai dit, des bergers qui épousent des princes, mais c'est très très rare. Et puis l'homogamie, par exemple, elle augmente actuellement dans deux catégories, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on épouse beaucoup plus des gens, enfin on épouse au sens épouser ou paxer ou tout ce que vous voudrez, mais on vit de manière durable beaucoup plus avec des gens qui sont proches de notre âge qu'il y a 50 ans. C'est-à-dire l'homogamie d'âge, elle s'est rapprochée. Je veux dire, il y a moins d'écart d'âge entre On a moins d'écart qu'avant. C'est marrant, je pensais que c'était l'inverse. Non, Nous, la cougar et tout, mais pas du tout. Ah non, parce qu'avant, les messieurs d'un certain âge épousaient des jeunes femmes. En plus, elles mouraient en couche. Et crac, ils en épousaient une encore plus jeune. Donc, statistiquement, quand on faisait les statistiques, ils épousaient des femmes plus jeunes. Donc, cette homogamie-là, par exemple, d'âge, elle a plutôt tendance à se réduire. Merci, Cécile. Avant de poursuivre les questions, on vous propose de regarder un extrait du documentaire de France. Depuis que je fais cette enquête, j'ai fait 323 matchs, j'ai parlé à 147 mecs, j'en ai rencontré 14 et un seul a accepté d'être filmé. Pour les autres, on s'est un peu débrouillé comme on pouvait. En général, ils sont carrément moins dingues sur leurs photos de profil. C'est fou comme on a appris à gérer nos images. Sur le marché de la rencontre moderne, en tête de gondole, tu dois t'afficher sous ton meilleur profil. Ton coup de foot, ton étincelle, tu les vis seul. Tu matches, l'autre te match, tu t'envoies 2 ou 3 phrases marrantes, tu vas au rendez-vous, le mec sait qu'il te plaît déjà. Il n'y a plus de mystère, plus de séduction, juste une succession de monologues superficiels sur nos vies. Tout est déjà acquis. Tu grilles toutes les étapes, tu finis juste par te vendre pour pas te faire zapper direct. T'as 1 heure pour convaincre, alors tu te vends corps et âme, tu soldes ton intimité. T'as même pas commencé à rencontrer la personne, que ton histoire est déjà finie. Vu qu'on devient nous-mêmes des produits, on subit les mêmes lois que tous les objets qu'on achète. Tout se remplace hyper vite, même nos histoires d'amour. Ce que promettent là les sites de rencontres, et ça fait écho à l'extrait qu'on vient de voir, c'est potentiellement un choix infini de partenaires. Est-ce que selon vous, c'est une perspective qui est enthousiasmante ou plutôt paralysante ? Alors c'est vrai que pour moi, la grande différence de l'amour aujourd'hui par rapport à nos grands-parents, c'est une différence qui réside d'ailleurs dans un seul chiffre qui a été trouvé en 1932 à New York par le comédien Aziz Ansari qui a écrit un livre qui s'appelle Modern Romance, qui d'ailleurs je vous conseille de lire. Ils ont trouvé ce chiffre dans les archives de New York, qui est qu'à l'époque, en 1932, il y avait 1 personne sur 8 à New York qui s'était rencontrée dans le même immeuble. C'est-à-dire qu'il y avait 1 couple sur 8 qui venait du même immeuble. Donc en gros, on se rencontrait. C'était même pas une question de ville, c'était vraiment une question de quartier, voire d'immeuble. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé pour moi en un siècle. C'est que d'ailleurs, quand vous demandez à vos grands-mères et à vos grands-pères, ils disent toujours j'avais mon voisin de gauche, mon voisin de droite, j'ai pris mon voisin de bus, quoi, quand ils avaient la chance de prendre un bus. Mais en gros, ils n'avaient pas beaucoup d'options. Nous, c'est vrai qu'on est face, surtout avec ces applis, mais d'ailleurs dans la vraie vie aussi, on est face à une multitude de partenaires potentiels. Et c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas obligé de se taper son voisin. On peut aller un peu plus loin. Et rappelez-vous de votre voisin quand vous étiez en 5e. Est-ce que vous aimeriez être marié avec lui aujourd'hui ? Pas sûr. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'individualisme. Donc, c'est-à-dire, on va vers des sociétés qui donnent de plus en plus le choix à l'individu. Et on est tous plus ou moins d'accord que c'est mieux. C'est-à-dire, même si parfois c'est un peu bizarre d'avoir 250 choix de yaourt quand on va au supermarché, on est quand même content de ne pas être obligé de se marier avec son voisin. Le problème de ça, c'est que, évidemment, il y a un backlash à ces sociétés individualistes qui est aujourd'hui le revers de la médaille. C'est déjà, ça rend les choses beaucoup plus compétitives, parce que qui dit individualisme dit chacun peut choisir, mais il n'y a personne au-dessus. Donc c'est pas le collectif qui choisit. À l'époque, c'était vraiment les parents, les grands-parents qui choisissaient presque pour vous. Ils disaient lui, ok, on valide, c'est bien. Aujourd'hui, c'est nous qui choisissons, et donc toute la responsabilité est entre nos mains. Et il y a aussi cette forme d'hyper-compétitivité et cette pléthore de choix qui fait qu'on développe des névroses énormes quand on choisit. C'est-à-dire on n'arrive plus à choisir, on ne sait plus lequel est le bon, on en essaye plein, et puis en fait, après, on n'en aime plus aucun. Et on a une incapacité énorme à se décider. J'appelle maintenant la première personne à témoigner à la barre. Elle a participé à la commission d'enquête d'hier, un atelier qui a lieu chaque dimanche et qui fait participer le public au procès du siècle. Bonsoir, je m'appelle Christophe et j'ai participé à la commission d'enquête.
Et ce soir, je suis Léopold, 33 ans. J'ai jamais eu trop confiance en moi. En fait, c'est pas forcément moi qui n'avais pas confiance en moi, mais plutôt les autres qui me faisaient comprendre qu'ils ne pouvaient pas trop compter sur moi. Vous savez, en primaire, quand il arrive le moment de choisir son équipe de foot, on prend les 2 meilleurs, on les nomme chefs d'équipe. C'était jamais moi. Ensuite, ils la composent, leur équipe. On se retrouve le dernier à être choisi, coincé entre le premier de la classe, nul en foot, et le malingre à lunettes. On reste à 2, les 2 que personne ne veut. Le premier de la classe, il s'en fout, parce qu'il est bon en maths. Moi, je tremble qu'on le sélectionne avant moi. Et voilà, c'est lui qu'on choisit. Je finis bon dernier. J'ai toujours su où était ma place dans la vie. Je grandis et voilà que l'ophtalmo m'intime l'ordre de porter des lunettes. J'ai une adolescence plutôt difficile. Je n'ai pas les codes, je n'ai pas la moto. Ma mère me choisit mes pantalons et je suis le seul à porter des joggings alors que je ne cesse de lui répéter que je veux un jean comme les autres. Les filles restent de l'ordre du fantasme. J'étudie dans une cité U. Chaque soir, je dîne au resto U, la plupart du temps seul. Il y a bien le groupe d'astrophysique que je rejoins un temps, mais on me reproche d'être mou. Cette fois, c'est moi qui pars de moi-même, je suis quand même pas maso. Depuis 8 ans, je travaille au service courrier d'une grande agence bancaire. On me paye pour déposer, sans un mot, le courrier sur le bureau de gens qui gagnent très bien leur vie. J'ai de temps en temps droit à un merci, mais c'est rare. Un jour, je suis dans le métro et je vois une grande affiche « Adopter l'amour ». Quel slogan! À la fin de la journée, je me connecte, télécharge l'appli, sélectionne mes plus belles photos. Elle date d'il y a 8 ans, mais bon, j'ai pas trop changé. Je rédige un profil assez flatteur, ça fait du bien à mon ego. Les filles sont si belles sur cet écran. J'y crois et j'attends. J'attends, mais ça y est, elle me répond. Pour l'instant, Camille, j'apprendrai plus tard que son vrai nom est Sarah, me relance, me demande de l'appeler. Sa voix est si belle. Au début, je bafouille, et puis c'est le miracle, elle est astrophysicienne. On parle de constellations, du prochain passage de la comète. On se donne rendez-vous sur la colline derrière l'hôpital. Elle me dit que c'est le meilleur point de vue. Ce jour-là, je vais acheter un jean. J'ai aussi acheté des fleurs. Ma mère me dit que c'est important, les fleurs, quand on veut séduire. Arrive l'heure du rendez-vous, je change de chemise au dernier moment. Je pense que c'est ça qui lui a plu. Ça et les fleurs, ma mère, elle a toujours raison. Au 3e rendez-vous, c'est elle qui m'a tendu ses lèvres. Je me suis senti un peu objet ce soir-là, dans son lit. Je m'en suis pas plaint, hein, loin de là. Cette semaine, je m'en souviendrai toute ma vie. On se retrouvait, soir après soir, à chaque fois chez elle. Et à la fin de la première semaine, je décide que ça y est, j'ai trouvé. J'ai enfin adopté l'amour. 30 minutes après que je me sois désinscrit de l'appli, elle m'appelle. Quoi, tu t'es désinscrit ? Mais moi, je veux juste m'amuser, je veux du fun. T'es fou, t'es complètement à côté de la plaque. T'es amoureux, qu'elle me dit. T'es amoureux et moi, je veux du fun. T'as tout gâché, c'est fini. Il y a des règles du jeu, ici aussi. Bon, mais j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. On a besoin d'avoir confiance en soi pour être bien avec les autres. C'est ma mère qui me l'a dit. À propos, est-ce que je vous ai déjà parlé de ma mère ? Merci au premier témoin. En 2019, Judith Duportail, qui est une journaliste, a écrit une enquête qui s'appelle « L'amour sous algorithme », dans lequel elle découvrait, elle révélait que Tinder attribuait une note de désirabilité à ses usagers et usagères. France, qu'est-ce que votre expérience de Tinder vous a appris sur le fonctionnement de l'algorithme ? Ce qui est vrai, c'est que Judith Duportail a enquêté sur ces algorithmes et elle a découvert qu'on avait donc un indice de désirabilité à l'époque de son enquête. Alors depuis, ils ont évidemment soi-disant supprimé ce truc-là.
Mais en gros, c'est plus on match, plus on est haut dans l'indice de désirabilité. Et donc, on va être mis en relation avec des gens qui ont aussi des indices de désirabilité élevés. Et d'ailleurs, en fait, souvent, ces critères-là sont sélectionnés les 5 premiers jours de votre utilisation. Donc, si dans les 5 premiers jours, vous matchez beaucoup, vous allez tout de suite avoir un score très élevé. Vous allez, en gros, rencontrer que des personnes belles, entre guillemets. Et si vous avez, dans les 5 premiers jours, vous n'êtes pas allé du tout sur votre profil, et que vous avez eu que 1 ou 2 matchs, vous allez être mis en bas de la pile qui est donc, entre guillemets, les moches, c'est-à-dire ceux qui ne matchent pas. C'est assez triste comme ça, hein, il faut le dire. Moi, ma pensée, c'est quand même pourquoi on a donné ces algorithmes à des... Donc, tout est dans la Silicon Valley, hein, je ne sais pas si... Voilà, Tinder, toutes les grosses boîtes de dating aujourd'hui, elles se trouvent dans la Silicon Valley, et la Silicon Valley est quand même l'endroit où il y a le plus de célibataires au monde. Donc on s'est dit pourquoi on a filé nos données à ces mecs-là qui sont des love losers. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée de leur filer la recette magique de l'amour? C'est pas forcément une bonne idée. Le témoignage qui a été apporté était très clair. Les gens n'ont pas les mêmes... pardon ? Les mêmes attentes. Non, les mêmes atouts. C'est-à-dire effectivement, il y a une inégalité forte et qui est en quelque sorte exacerbée quand on réduit la personne à quelques caractéristiques comme ses études, sa taille, qui est très importante, son âge, etc. Ce qui fait que déjà, dans le marché matrimonial au sens large, il y a des gens qui sont des grands perdants. Et par exemple, ceux qui sont très perdants, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les plus perdants, c'est les jeunes hommes. Parce que comme les femmes sont moins nombreuses et qu'elles cherchent des hommes d'un certain âge, un type jeune qui arrive sur une application, déjà, il perd plein de points. Et puis les deuxièmes, alors là, France, malheureusement... Regardez, voilà, oui, je sais ce que vous allez dire. Les femmes qui ont fait des études. Qui ont fait des études les femmes qui ont fait des études. Et alors, ça, à votre âge, j'en sais rien. Mais si, en plus, elles ont plus de 40 ans, alors là, c'est quasiment... C'est foutu, hein, mais foutu. Merci d'être là. Heureusement, je vais arrêter ma psy tout de suite. Parce que... mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, le fait que dans le marché matrimonial, au sens large, les gens n'ont pas la même valeur, la marchandisation de l'amour, elle est aussi ancienne que l'amour. Il n'y a vraiment que dans les fantasmes de l'amour romantique qu'on oublie que les sentiments et l'argent sont hyper étroitement interreliés. Et donc, les applications, elles relient encore plus fort ces qualités sociales, économiques, etc., avec la caractéristique des rencontres. Mais d'ailleurs, il y a un chiffre qui est vraiment déprimant pour toutes les femmes qui sont là ce soir. C'est donc, en fait, les femmes choisissent en général les hommes de plus d'1m75. Donc déjà, je vous dis, tous les mecs, trichez sur vos profils, ne mettez pas... Ils trichent tous, hein. Ça. Voilà. Marie Bergström l'a étudié, tout le monde triche. Nous, je ne sais pas pourquoi on a une obsession sur la taille. Je sais pas. J'aimerais me rajouter 15 cm, mais je pense que c'est un peu beaucoup là. Ça fait pas trop illusion quand même. Tu peux venir avec des bottes. Non, mais après, par contre, les mecs sont obsédés par l'âge, on le sait. Et en fait, il y avait cet ancien patron de... Je crois que c'était pas Mythique, mais c'était un grand groupe qui était parti, qui s'était fait virer. Donc, il avait publié toutes les données de Mythique. C'est un employé. Enfin, un cadre. Donc, il avait écrit un livre qui s'appelait Data Economics, où il balançait tous les sondages qu'il faisait en interne. Et donc, quand on demandait aux hommes des apps quel était l'âge moyen de la femme parfaite, enfin, quel était l'âge pour eux idéal pour une femme, tous, qu'ils aient entre 7 ans ou 77 ans, répondaient 21 ans. Alors que les femmes répondaient toutes le même âge qu'elles. C'est-à-dire une femme de 40 ans disait 40 ans, mais les hommes, quel que soit leur âge, disaient toujours l'âge parfait, c'est 21 ans. Donc qu'ils aient 21 ans ou qu'ils en aient 70. Donc c'est assez rigolo de voir ces chiffres. Alors... Mais il y a un chiffre encore plus déprimant. Mais qui est franchement déprimant, c'est la baisse du taux de désirabilité. C'est-à-dire à quel âge les femmes deviennent moins désirables, ont moins de matchs. Nous, on est dans ce panier-là maintenant. Quel âge? Allez, 22 du coup, puisque ça commence à... Aux États-Unis, ça commence à baisser, et ça remonte pas, hein, ça commence à baisser à 18 ans. Donc, une femme de 19 ans, elle a moins de matchs
qu'une femme de... Mais sur cette question-là, c'est complètement à relier, il me semble, avec la culture de la pédocriminalité. Non, mais oui, moi, je suis d'accord, moi. Je veux dire, si à 18 ans, on est déjà considéré comme périmé, excusez-moi le terme, c'est qu'il y a un gros problème culturel, là. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'effectivement, ça veut dire que, en gros, une fille de 14 ans, elle a plus de chances qu'une femme de 35. Et sur la question de l'algorithme, Cécile, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que là, si je comprends bien, l'idée, c'est de dire que l'algorithme, c'est pas tant une création des entreprises qu'un miroir de la vie réelle, en fait. Oui, alors un peu, c'est jamais un miroir pur et parfait. C'est-à-dire, c'est un miroir comme les médias qui interprètent la réalité et qui l'interprètent en fonction des critères et des normes dont il est porteur. Donc, il reprend la réalité et il va la passer au prisme de ces normes. Ce qui fait que, vous le disiez, hein, c'est vrai que le fait de confier à des grandes entreprises internationales, enfin américaines, en fait, de confier le choix, en quelque sorte, de la façon dont s'organisent les rencontres, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose des questions de données personnelles aussi, parce qu'on se rend compte que maintenant, nos données personnelles, en plus, ces grosses boîtes, elles achètent de plus en plus d'autres entreprises, et donc elles ont une maîtrise, en croisant les données, elles ont une maîtrise de plus en plus élevée de nos données personnelles, donc de nos profils, donc de nos choix, donc de nos comportements, etc. Donc, on pourrait dire que c'est problématique. Et le problème le plus important, et je crois que France l'a dit, c'est vraiment l'opacité. C'est-à-dire, en plus, on ne connaît pas le contenu des algorithmes, on ne sait pas le décrypter, donc on ne peut pas comprendre vraiment comment se construisent les choix. L'autre chose, c'est que ces sites, ils évoluent très très vite. On le voit d'ailleurs depuis l'étude justement dont je parlais. On voit que ces sites, ils évoluent. Et comment ils évoluent? Ils évoluent aussi en intégrant les réactions et les comportements des utilisateurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas une forme de site. Vous voyez bien que dans Mythique, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y a même des noirs et des vieux dans leur publicité, l'horreur, des vieux d'au moins 45 ans dans leur publicité. Donc, ils intègrent aussi... Les femmes majeures, mon Dieu. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi la capacité des utilisateurs et les internautes, depuis qu'Internet existe, ils passent leur temps à détourner les règles, à les modifier, à utiliser les applications contre la façon dont elles sont conçues, etc. Et donc, voilà, on n'est pas pieds et poings liés entre les mains des GAFA ou de ces sociétés. Il y a quand même toujours une espèce de capacité de réaction qui, dans toute l'histoire d'Internet, elle a toujours trouvé des interstices, des façons de passer, etc. On accueille maintenant à la barre Marie-Charlotte Calafa, qui est conservatrice du patrimoine et responsable du département des collections et ressources documentaires du pôle histoire du MUSEM. Bonjour. Vous êtes en présence d'un petit objet, un bocal en verre de près de 3,5 cm qui contient des noyaux de cerises, 4 précisément. L'inventaire du musée précise qu'il s'agit d'une amulette pour la divination amoureuse. Il s'agit donc d'un objet auquel on accorde des vertus de protection ou qui peut porter chance. Dans les inventaires du musée, on apprend également que l'objet est rentré dans les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1901, suite à un don d'un certain Lionel Bonnemer. Dans sa collection, cet amateur de folklore, de croyances populaires va rassembler près de 3000 objets liés à la parure, au rituel de la magie. Dans la moitié, en fait, à peu près relève de la France, dont celui-ci collecté en Bretagne. Il permettrait aux jeunes gens de trouver leur amoureux. Dans les archives, Lionel Bonnemer précise que c'est une pratique féminine. La jeune fille serre les noyaux entre ses doigts en chantant une petite formulette « Pépin par ici, pépin par là » ou « Le pépin ira, la bonne amie sera ». Après, elle les jette en l'air et la direction donnée en fait, par les pépins de cerise doit indiquer par quel chemin il faut aller rejoindre la personne aimée. Un autre folkloriste, Paul Sébillot, qui est un proche de Lionel Bonnemer, avec qui il partage ses anecdotes, publie, lui, en 1882, « Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne ». Lui écrit que ce n'est pas seulement les jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes qui s'emploient donc à cette pratique des noyaux de cerises. Et donc, c'est à peu près le même contexte, si ce n'est que ça peut partir d'un chapeau et qu'on les secoue de la même manière et qu'on chante exactement de la même manière.
Merci Marie-Charlotte. J'appelle à la barre le troisième témoin de ce procès, qui a également participé à la commission d'enquête qui s'est tenue hier. Bonsoir, je m'appelle Joy et hier j'ai participé à la commission d'enquête. Et ce soir, je serai Angélique Ménard, psychologue et docteur en neurosciences. Je vais vous parler de ce qui nous pousse à aller sur les applications de rencontres. Nous avons tous, vous et moi, un cerveau. Et au cœur de ce cerveau, il y a le striatum. C'est une zone qui nous permet de générer notre plaisir et qui contrôle nos comportements. C'est notre système de récompense à nous. Ce striatum, il a une fonction qui est de nous pousser d'aller à la recherche de la nourriture, de partenaires sexuels, de pouvoir, donc d'avoir un certain statut social, une certaine reconnaissance, et d'aller à la recherche d'informations autour de notre environnement. Le tout en minimisant nos efforts, c'est-à-dire en conservant un maximum de confort. Cette zone, elle est surstimulée dans notre société de surconsommation. Et ça nous invite même à faire des choses qu'on n'imagine même pas. Imaginons ensemble un premier cas. Une personne qui chaque jour, depuis son canapé, va sur Tinder. Que va faire son striatum? Eh bien, son striatum, qui est en quête de statut social, va se nourrir à coups de match. Il va ensuite poursuivre son chemin pour chercher ce pouvoir, savoir si je swipe à gauche ou à droite, savoir si je donne un rendez-vous ou non, et savoir si je vais rencontrer cette personne ou pas. Et puis il va terminer sa course en augmentant les conquêtes sexuelles. Cette source de plaisir éphémère, elle nous conduit le plus souvent à une addiction, puisqu'il n'y a pas de bouton stop sur le striatum. Plus on va le nourrir, plus il va avoir faim. Il va même finir par nous récompenser si et seulement si on lui donne une stimulation supérieure à la précédente. C'est donc l'engrenage qui commence. Imaginons ensemble un second cas. Une personne qui hésite à aller sur les applications de rencontres, mais elle se dit qu'elle manquerait peut-être des opportunités. Du coup, sur un élan d'une pulsion, elle y va, elle tente. Le striatum va réagir de la même façon, il va être stimulé, puisqu'il va y avoir des matchs. Mais à la différence du premier cas, le striatum va voir qu'il n'est pas surstimulé puisqu'il n'a pas l'habitude d'avoir autant de choix. Et l'hésitation du départ va nous amener à un certain discernement, ce qui va permettre à cette personne de ne pas tomber dans l'addiction. Puisque c'était au départ une pulsion, une fois qu'elle est assouvie, elle disparaît. Imaginons un dernier cas, le cas d'une personne timide, qui n'est pas très à l'aise ni avec elle-même, ni avec la rencontre, ni avec la séduction. Le striatum va vouloir se nourrir, mais s'il n'y a pas de match, ou si les rencontres ne sont pas fructueuses, il va priver la personne de dopamine. Et qu'est-ce qui se passe quand on prive la personne de dopamine? Eh bien, c'est la dévalorisation, c'est le manque d'estime de soi qui se met en place, et ça pousse la personne à la dépression. Alors, comment sortir de ces mécanismes que les applications exacerbent à outrance? La première chose que je nous invite à faire, c'est à contrer le striatum et à sortir de ces énergies primaires, à savoir manger, copuler, avoir du pouvoir et chercher des informations, et à les remplacer par d'autres activités. Le partage, la méditation, la marche. Et puis, surtout, à utiliser d'autres zones de notre cerveau. Le cortex, l'endroit de notre conscience, qui, lui, nous pousse à révéler les mécanismes du striatum.
Parce que sa force à lui, c'est de nous inviter à avoir des comportements inconscients. Donc si on les met en lumière, ces mécanismes, ils disparaissent. Alors j'espère qu'avec ce témoignage, j'aurai éclairé certaines zones de votre cerveau que Tinder s'efforce à maintenir cachées. Merci à notre troisième témoin. Cécile, rapidement pour qu'on ait le temps de laisser le public poser ses questions, j'aimerais revenir sur cette idée qu'on entend souvent, selon laquelle les applications de rencontres ont souvent tout intérêt à ce qu'on ne trouve pas chaussures à notre pied pour continuer de vendre leurs produits. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe ? Il n'y a aucun marché qui peut fonctionner dans l'insatisfaction totale de ses utilisateurs. Le fait quand même d'avoir de temps en temps des rencontres satisfaisantes est relativement important. En fait, ces applications, et particulièrement Tinder ou Fruits maintenant qui vient, sont des applications avec lesquelles on joue. Et ce qui fait qu'elles ne sont pas faites que pour rencontrer des gens, elles sont aussi faites pour, c'était dit, pour s'amuser, pour discuter avec d'autres, pour partager. Vous racontiez quelque chose de très marrant dans votre livre où comment, d'une certaine manière, c'est aussi une possibilité de maintenir quelques relations parallèles en essayant d'évaluer celui-là, il a, je sais pas quoi, il est bon au tennis, celui-là, il me fait rire, et celui-là, il, je sais pas quoi, il est vieux au lit. Il est riche. Non, bon, et donc. Et c'est vrai que ça ouvre des possibilités de jeux multiples qui sont pas simplement votre cerveau qui tout d'un coup, pouf, on appuie sur un bouton, mais il y a un jeu, il y a, enfin voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, donc je pense quand même que on peut pas dire qu'ils sont là pour faire échouer. Ils sont là pour créer de l'envie de rester, mais en fait, ce que disait un autre sociologue, Emmanuel Kessou, c'est que pour que ça marche, lui, il parlait pas de Starbucks, il parlait de l'âne de, enfin, je sais pas si c'est lui d'ailleurs, mais c'est un peu comme l'âne de Buridan. Vous savez, c'est l'âne de Buridan, on lui propose 2 bottes de foin, il y en a une qui est tellement colorée et l'autre qui est tellement fraîche, mais la première, elle a l'air plus grande, mais la deuxième, elle a l'air plus goûteuse, etc. Et l'âne, il meurt de faim entre les deux. Et Kessou, il dit que sur ces applications-là, ça va commencer à marcher quand la personne va renoncer à l'abondance. Et il y a un moment où, si elle veut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'elle renonce à l'idée qu'il y a mieux, un cran au-dessus. Et donc, c'est un état de la personne qui, à un moment donné, va se dire, ben oui, il y a peut-être plus riche, plus je sais plus quoi, plus machin, etc. Mais je renonce à ce choix multiple possible. C'est surtout que l'insatisfaction, au bout d'un moment aussi, fait qu'on a la flemme. En fait, on ne va plus au rendez-vous. Moi, là, je sais que je suis en train de parler à je sais pas combien de mecs, et je sais, c'est horrible, mais je sais que je ne vais pas aller au rendez-vous parce que juste de sortir de mon canapé, je n'y arriverai pas. C'est plus amusant de rester à souper. En fait, non, mais on est devenus des momies. Hein. On est des momies. On se dit, oh non, attends, à 8h, c'est pas possible, c'est un lundi soir. D'ailleurs, merci d'être là un lundi soir, parce que franchement, donc c'est vrai qu'en plus l'effet Covid n'a pas vraiment aidé à tout ça, mais en tout cas c'est vrai que c'est le moment où on se dit bon, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, il faut vraiment que je rencontre des gens. Parce que c'est quand même bien, les apps. Enfin, là, on n'arrête pas de dire que c'est nul, mais il y a quand même... Enfin, je veux dire, déjà, pendant le Covid, on avait de la chance de les avoir. On se donnait rendez-vous, d'ailleurs, chez le fromager. Je ne sais pas si vous faisiez ça, mais rendez-vous chez le fromager. On faisait genre, parce que c'était interdit. On mettait 1 heure pour choisir une tome de Savoie. Et on se parlait un peu en secrète, comme ça. Et franchement, ça a produit des super couples. Hein. Donc, ce n'est pas à jeter. Mais c'est vrai qu'on va avoir une tendance aussi à se dire flemme. Je n'y vais pas. J'y vais juste pour satisfaire mon ego, et finalement je trouverais bien quelqu'un dans mon entourage un jour, ou un pote de pote, ou tiens, j'ai une fête dans 1 mois, peut-être que là-bas, et puis en fait on finit par ne plus faire de rendez-vous. Merci France et Cécile, je suis désolée, je suis obligée de vous couper du coup pour laisser du temps pour le public. Alors la première question, c'est toujours la plus difficile, qui veut se dévouer? Bonsoir du coup. Juste pour réagir par rapport au sujet, moi il y a un petit truc en fait qui va emmener à ma question par rapport aux personnes racisées, grosses, etc. Et puis sur d'autres choses,
moi, j'ai un peu du mal avec le fait qu'on attaque Tinder parce que pour moi, et je l'ai fait l'expérience, sur les applications, je ne sais pas si vous l'avez vu, on commence par des blancs et on finit par des noirs, des arabes. Moi, par exemple, au niveau hétéro, c'est ce qui se passe. Et je ne crois pas que ce soit la faute de l'application, puisqu'on parlait justement des comment vous avez dit, c'est les assignations. La data, voilà. Ouais. Et c'est nous qui la faisons. Donc en fait, j'ai une question là-dessus, un peu sur l'utilisation que nous, on en a et ce qu'on provoque, et on le reproche après à l'application. Et par exemple, moi, depuis un moment, je me dis, en fait, c'est à nous aussi de changer la façon dont on date. On pourrait, par exemple, ne pas passer 1 heure, mais se dire, en fait, je prends 5 heures pour parler à quelqu'un. Je choisis pas forcément selon mes critères, comme vous disiez tout à l'heure, ou alors j'ai pas la flemme, ou j'enchaîne pas. Et en fait, comme les applications, comme la publicité s'adaptent à la société, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. C'est-à-dire que, est-ce que si nous, on change notre façon de faire, la machine, elle change. Il y a quelques années, on avait eu un souci, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là passer, d'intelligence artificielle qui était devenue très vite raciste, misogyne, etc. Et en fait, il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est horrible, l'intelligence artificielle », mais l'intelligence artificielle, elle s'est juste nourrie de nous, en fait. Donc voilà, c'est ma question, c'est est-ce que si demain, est-ce qu'il y a de nouveaux comportements sur les applications, et notamment, je parlais là du racisme, est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce qu'il y a des nouveaux mouvements sur ces applications, et d'autres façons de s'en servir, ou est-ce que tout est à jeter ? En fait, c'est exactement la même question qui est posée à propos des médias. On dit, est-ce que les médias sont un reflet de la société ou est-ce qu'ils sont des propagandistes? Est-ce qu'ils modifient la société? Est-ce qu'ils proposent une interprétation qui a rien à voir? Et en fait, les médias sont constructivistes, c'est-à-dire qu'à la fois, ils reflètent la société, mais ils en construisent une autre perspective, une autre vision, c'est-à-dire qu'ils la transforment, ils la modifient, mais ils s'en inspirent et ils ne peuvent pas s'en détacher. Et les applications, c'est pareil, et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on dénigre Tinder. Tinder, il fait à la fois avec ce que les données lui donnent, mais il le fait dans le cadre qui est préconstruit, qui est fabriqué, qui est celui de l'algorithme, qui est celui des sociétés américaines, qui est celui de notre société matriarcale, tout ce que vous... Enfin, patriarcale, pardon. Bonjour la gaffe. Patriarcale, etc. Donc, voilà, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un jeu à deux. Ce qui est un peu fucked up, c'est qu'on va définir des critères et après, on va choisir la personne. Alors qu'en principe, dans la vie, on va d'abord parler aux gens et puis après, on va se dire, ah oui, est-ce que... Donc, c'est un peu ce qu'on disait sur cette critérisation. C'est pas tout à fait vrai parce que quand on rencontrait les gens, et c'était souvent le cas dans un café, il y avait des critères, c'est-à-dire qu'il était rigolo mais pas clown, il était beau et grand, etc. Donc il y avait bien quelques pré-critères. Mais c'est vrai que là, comme on passe direct aux critères, on va avoir tendance à se dire, je prends que des mecs qui mesurent 1m80 ou que des meufs qui sont asiatiques ou que des mecs... Mais du coup, pardon, mais par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est aussi à nous intrinsèquement de le changer, en fait. Non, complètement. Et c'est ce qu'on dit, en fait. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas des marchés sur un produit et qu'on n'est pas complètement dépendant de Tinder, mais au contraire, on est des humains. Mais sauf que c'est pas qu'une affaire individuelle. C'est-à-dire que dans votre réponse et dans votre question, il y a l'idée que c'est dans la personne. Et en fait, c'est le corps social. Et ce que produit l'application, c'est pas simplement quelque chose sur les individus et encore moins sur le seul cerveau. C'est aussi un fonctionnement collectif qui va être un peu transformé par le passage par ces applications. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Moi, j'aurais une question, c'est finalement, en fait, est-ce que Tinder et toutes les applications que vous avez décrites, c'est encore des applications de rencontre? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'elles proposent, en tout cas le centre de ce qu'elles proposent, même s'il y a la rencontre, mais c'est pas autre chose? Ça va être une dimension ludique, ça va être l'illusion ou l'impression, ou même le fait de pouvoir se prendre en main dans une société où on est hyper responsabilisé aussi. Sur est-ce qu'on va être capable de faire des rencontres et dès qu'on ne rencontre personne, on nous dit que c'est parce qu'on ne se bouge pas, etc. Donc est-ce que finalement le produit de Tinder ou des applications comme ça, il est de moins en moins la rencontre, mais tout un ensemble de choses qui viennent avec la rencontre, donc le jeu, le fait de se reprendre en main, etc. C'est vrai qu'il y a une contradiction parce que ces applis nous vendent quand même un truc de prince charmant, puisque le but c'est quand même...
le match. C'est quand même, il y a des cœurs partout. Il y a toujours ce Cupidon qui se balade plus ou moins sur leur site. Donc en fait, ils utilisent quand même l'imaginaire du prince charmant, de la rencontre amoureuse, mais moins maintenant quand même. C'était plus au début où on se rappelle des campagnes de Mythique et tout, où ils disaient on a créé 1 million de mariages aux États-Unis, où ils s'appuyaient vraiment sur ce truc de l'objectif, c'est la rencontre amoureuse, le couple. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un peu changé. Mais il y a quand même un fond de si t'es pas en couple, t'es en échec. Donc c'est vrai que moi maintenant sur les apps, je suis un peu comme toi. Enfin, j'y vais aussi juste pour rencontrer des gens, sans me dire j'y vais forcément pour un résultat. Tu vois, il y a ce truc de résultat toujours. Et le résultat étant le couple à long terme, le truc idéalisé que tout le monde cherche. En fait, ça dépend. Enfin, vous avez raison. Hein, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le jeu prend beaucoup d'importance, etc. Mais il y a une étude du MIT là qui a expliqué qu'il y avait. Alors, il y a que 20% des personnes qui sont en couple hétérosexuels qui se sont rencontrés par l'intermédiaire de ces applications. En revanche, sur les couples homosexuels, on est à 70% de rencontres par l'intermédiaire des applications. Donc je pense que votre question, probablement, elle n'a pas une réponse univoque. Elle dépend probablement de la situation du marché matrimonial au sens large dans lequel est la personne. Je pense qu'aujourd'hui on y va aussi, c'est un peu un booster d'ego. On y va, on se dit, quand on vient de se faire plaquer typiquement, on branche direct notre Tinder et on se dit c'est trop bien, mais il y a des mecs beaucoup mieux que mon ex, mais en fait mais qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi je suis restée 1 an avec lui, mais mon puis Dieu, après, elle va se plaindre de la brutalisation des rapports par l'intermédiaire des plateformes. Non mais c'est vrai qu'il y a aussi une brutalisation, c'est-à-dire en même temps vous allez rejeter des tas de gens et qui vont en prendre plein la figure. Et bon, voilà. Une note de la fin qui est non, pas si négative. Triste. Non. Merci encore à vous deux pour votre expertise et merci au public d'avoir été si enthousiaste. Cette séance a été enregistrée le 20 février 2023, avec la participation de Fabienne Jégu, Redouane Tella, Justine Bobot et de Toufik Hakem à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold. À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta, Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon. En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.